insister auprès des élus pour comprendre que des enjeux, on ne s'attachait pas à qui allait porter quoi à terme. Et ça nous permet derrière, par rapport aux contrats, par rapport aux outils et par rapport aux possibilités, de leur démontrer en fait que certains appels à projets, certains appels à manifestation vont pouvoir rentrer pleinement et entièrement dans les enjeux qu'ils se sont posés pour le territoire et derrière s'assurer, y compris quand il y a des enjeux communaux ou intercommunaux, de démontrer que peut-être la communauté de communes à côté ou plusieurs communes autour d'eux avaient les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Et donc, ça devient en fait affaire de tous de permettre l'émergence des projets par rapport à un futur contrat, que le contrat va être plus opérationnel en fait que des enjeux simplement affichés. Et qu'est-ce qui a été pour vous la clé de succès de cette structuration de mise en cohérence? Le succès, il est passé par l'acceptation que au moment où certains enjeux avaient été imaginés, l'adaptation des politiques publiques au sens presque national du terme ou régional permettait d'avoir puisqu'ils en avaient déjà discuté au préalable dans les enjeux, de se rendre compte que peut-être le niveau n'était plus le niveau qu'ils avaient au départ imaginé. Je prends un cas très concret dans la région Grand Est, c'était l'accès au très haut débit. Le très haut débit, au moment où c'était arrivé comme un objectif extrêmement fort pour le territoire, chacun avait imaginé que ça allait être porté à l'échelle départementale et éventuellement à l'échelle plutôt communale qu'intercommunale. Aujourd'hui, on a l'organisation qui s'est faite au niveau Grand Est, ça a été porté par la région et par les intercommunalités. Donc, c'était bien l'enjeu en fait de départ, c'était bien de permettre aux gens d'avoir l'accès au très haut débit. Et en réalité, l'organisation, en fait, les modifications qui ont été apportées dans les outils ont permis derrière d'avoir cet enjeu complètement atteint, alors qu'en réalité, quand on avait pris cette décision-là, ce n'étaient pas les mêmes acteurs qui allaient porter cette politique publique. Merci beaucoup pour cette réponse. Thierry, même question, de quelle manière structurer et accompagner cette cohérence? Comment vous l'avez vécu sur votre territoire? Oui, bonjour à tous. Alors nous, on est parti un peu on est parti sur le concret en fait. On avait effectivement un projet de territoire, mais ce qu'on a fait en premier en fait, c'est de le transcrire en termes concret et assez précis, enfin, en écrivant en fait un texte qui s'appelle Le Pays rêvé, qu'on a mis en préambule de notre projet de territoire, où il y avait effectivement des objectifs comme tout un chacun fait. Mais l'idée, c'était d'avoir un texte un peu plus concret et un peu plus clair qui puisse être lu par tout le monde et qui montrait vers quoi on voulait tendre. Je sais pas, par exemple, on a écrit il ne sera plus nécessaire de se déplacer à Montpellier pour consulter un spécialiste. Voilà, c'est de transcrire un peu cet aspect-là et ensuite de définir les priorités avec les partenaires, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne pourra pas tout faire et qu'il fallait miser un peu sur les priorités qui nous semblaient vraiment urgentes à mettre sur les premières années du projet de territoire et mettre le paquet dessus. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses qu'on a pu faire pour transcrire un projet de territoire un peu vaste, un peu global, un peu transversal, à des choses concrètes et réappropriables par tous. Voilà. Et ensuite, on a plutôt travaillé sur le transcrire sous forme de projet ou de politique contractuelle, de schéma directeur. Donc, par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le problème de l'accès à des spécialistes en santé, on a travaillé sur un contrat local de santé où on a effectivement mis l'accès aux soins comme un axe prioritaire. Donc voilà, d'un projet de territoire, on passe par des priorités, des choses assez claires, et ensuite de travailler vers des programmes d'action qui découlent en fait de schémas directeurs ou de politiques contractuelles. Je parle de contrat de santé, mais ça peut être la charte forestière,
Ça peut être le schéma de mobilité pour les aspects mobilité. Merci bien. Et sur la partie contributive de chacun des acteurs au passage à l'action, comment est-ce que vous avez fait pour que chacun puisse contribuer à la structuration de ce plan d'action? En fait, on les a mis un peu devant leurs responsabilités. Le fait d'avoir des schémas un peu globaux qu'on a effectivement bâtis avec eux, que ce soit le contrat local de santé ou toute autre politique contractuelle sur le territoire, sur la mobilité par exemple, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour qu'ils soient pas à côté du dispositif. Et ensuite, un petit peu naturellement, entre guillemets, il faut peut-être un peu pousser quelques-uns à passer au concret. Mais c'est le cas, par exemple, sur le plan climat. On a un plan climat air-énergie territoriale. Pour la plupart des actions, c'est pas les pays qui le font, c'est pas le pays qui le fait, c'est plutôt les EPCI ou les communes. Donc, c'est de les pousser un petit peu à prendre ses responsabilités et justement de mettre des élus responsables ou chefs de file. Responsable, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de pousser à avoir un chef de file élu qui puisse permettre derrière de mettre en mouvement les services techniques qui quelquefois sont pas forcément les plus convaincus de la chose. Donc voilà, c'est d'avoir des chefs de file responsables, des pilotes, des copilotes, notamment élus qui puissent prendre une part notable de la programmation. Merci. Est-ce que, Odile, je vous voyais hocher de la tête, est-ce que vous avez vécu également cette mise en opération avec des chefs de file? Comment est-ce que vous avez organisé cette mise en cohérence et ce passage à la structuration du plan d'action sur votre territoire? On n'a pas forcément travaillé avec des chefs de file en identifiant en fait les chefs de file. On a plutôt utilisé, et je rejoins Thierry par rapport au concret. C'est-à-dire que si on prend certains objectifs comme le rayonnement d'un territoire, comment on s'assure. J'avais beaucoup d'élus, moi, qui avaient une vision de ce rayonnement via le développement économique. Et quand on a travaillé autour du contrat local de santé, on s'est rendu compte en fait que ce rayonnement, eh ben, il avait naturellement son pendant sur une thématique qui, dans leur tête, ne venait pas naturellement à côté l'une des autres. Donc, on essaye à chaque fois de récupérer en disant, mais vous vous souvenez, lors de la dernière réunion sur le développement économique, en fait, vous avez abordé exactement les mêmes sujets. Donc, ça veut dire qu'à un moment, le travail que l'on fait sur une thématique, elle va avoir son pendant sur une autre thématique. Et en réalité, on n'est pas obligé de mobiliser en silo, puisque c'est souvent un peu de cette façon-là qui a tendance à réagir, mais bien en transversalité. De la même façon, beaucoup le savent, on est autorité organisatrice de mobilité. Les questions de mobilité, elles arrivent pratiquement dans la totalité des discussions qu'on peut avoir quand on parle d'accès à la culture, quand on parle de santé, quand on parle de développement des commerces, de bourg-centre, de formation, etc., etc. Donc, de bien remettre que chaque action que l'on fait, elle a une incidence globale, permet à chacun de s'y retrouver, qu'il soit maire, qu'il soit président d'intercommunalité, qu'il soit élu dans un SCOT. Ça va à un moment donné résonner dans sa tête en se disant « Ah, mais nous, on a commencé à travailler, peut-être que je peux donner mon opinion et surtout ma manière de faire pour que ça devienne véritablement le fil conducteur en fait, de politique transversale. » Oui, en effet, cette transversalité est essentielle pour réussir à construire un plan d'action cohérent. Et je continue à vous poser des questions justement là-dessus. Vous parlez de la mobilisation des élus. Ce n'est pas toujours un exercice facile, surtout à différents niveaux. De quelle manière est-ce que vous avez réussi à mobiliser les élus sur ce passage au plan d'action
et chacun avec leur niveau de responsabilité. De quelle manière vous avez procédé? De faire, enfin, quand on travaille sur un certain nombre de thématiques, on essaye tout d'abord en fait que des personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer se rencontrent. Lorsque vous mettez en place un contrat local de santé, les élus ont toujours rencontré tout le monde sur leur territoire. En réalité, vous vous rendez très très vite compte qu'ils rencontrent une toute petite partie, toujours les mêmes, mais pas une globalité. Donc, pour pouvoir les mobiliser, il faut d'abord aussi s'assurer qu'ils se comprennent autour de la même table. C'est-à-dire que le même mot, en fonction de qui parle, n'aura pas la même signification. Donc, il y a tout un temps d'appropriation, en fait, je parle à un directeur d'hôpital. Le directeur d'hôpital, quand il parle du département, il parle d'un département au sein, en fait, de son hôpital. Il ne parle pas du département administratif de la structuration, tel que nos élus l'ont en tête. Et donc, quand on prend ce temps-là, et je pense que c'est vraiment primordial dans les outils aujourd'hui qui permettent en fait d'avoir du contrat, de mettre en action en fait le projet de territoire, que les différents acteurs se comprennent les uns avec les autres. Et derrière, une fois qu'ils se sont compris, en fait, ils sont capables de monter des actions parce qu'ils se connaissent, parce que derrière, ils ont vraiment l'impression en fait d'aller dans le même sens les uns et les autres. C'est la même chose avec le milieu associatif. Beaucoup d'élus sont convaincus qu'ils connaissent le milieu associatif de leur territoire. Ils connaissent le président, le trésorier, le secrétaire qu'ils rencontrent régulièrement et qui a pris le temps en fait de venir les voir. Il y a plein d'associations en fait qui ne font pas la démarche. Donc c'est à nous, à un moment donné, de s'assurer que les élus vont rencontrer en fait d'autres personnes que les personnes qui ont l'habitude. Et généralement, ça permet en fait de les conserver aussi tout au long de la démarche. Ce que je comprends, c'est que si on veut de la transversalité dans le plan d'action, en fait, il faut aussi que cette transversalité existe. Il faut la structurer déjà dans les rencontres et faire que physiquement, enfin, même si aujourd'hui on est dans le virtuel, mais en tout cas que physiquement, que dans les rencontres qu'on organise, cette transversalité existe déjà pour permettre que ça puisse se retranscrire dans ce plan d'action. Est-ce que Thierry, de votre côté, c'est la manière dont vous avez fonctionné, de quelle manière ça s'est organisé, cette mobilisation des élus pour cette articulation Oui, effectivement, on se rejoint avec Odile sur ce genre de choses. C'est aussi le fait que, puisqu'on a des élus qui sont un peu chefs de file ou responsables, il faut qu'ils viennent très régulièrement rendre compte. Alors, ils le font tout à fait volontiers. On a un bureau syndical ou un comité syndical, enfin, dans la vie institutionnelle de la structure. Régulièrement, chaque président de commission ou responsable du groupe de travail ou du comité de pilotage de telle ou telle thématique vient rendre compte auprès des autres élus de l'avancée des travaux. Et en général, on a toujours une délibération aussi qui permet aussi de repartir un peu du projet de territoire. C'est-à-dire que dès qu'on prend une délibération, on fait référence à un des axes ou un des objectifs du projet de territoire. Donc, ils l'ont en tête. Le fait, effectivement, d'avoir écrit cette histoire de pays rêvé, là, bon, évidemment, c'est peut-être utopique de l'appeler comme ça, mais ça a fait… en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont bien en tête aujourd'hui. Et quand on parle du projet de territoire, ils parlent en fait du pays rêvé, ils le citent. Et le fait c'est un peu ce bourrage de crâne, si on peut dire, hein, mais chaque document qu'on peut sortir, chaque délibération, on fait référence au projet de territoire. Et comme c'est présenté par un élu, de toute façon, qui est référent de la commission aménagement, par exemple, pour tout ce qui est plan climat, elle vient devant, puisque en l'occurrence c'est une femme, elle vient devant le comité syndical en disant voilà, la dernière séance, on était 30, on a parlé de ça, et donc je vais vous présenter maintenant une délibération qui découle de ce travail. Et donc il y a un peu un aller-retour entre le travail de commission, le travail de groupe de travail où ils sont responsables, et puis le retour vers le comité syndical où tout le monde est là, toutes les thématiques sont associées,
Et un peu naturellement, il y a une culture qui se fait par rapport à ce projet, qui n'était peut-être pas la culture de départ de certains élus qui sont quelques mois effectivement en silo ou en tout cas très thématiques sur certaines choses, avec effectivement toujours le développement économique qui arrive toujours en premier. Donc là, on permet d'avoir une transversalité parce qu'on parle de tous les sujets à la fois. Merci. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Odile, c'est-à-dire pour vous, la clé de succès de l'ensemble de cette démarche de mise en cohérence, on a effectivement parlé de la mobilisation des élus, de la mobilisation aussi des acteurs associatifs dans leur entièreté, en tout cas aussi aller vers ceux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc, il y a toujours cette démarche d'aller vers qu'on avait vu dans les premières étapes de comment on élabore son contrat de territoire. Pour vous, dans cette mise en cohérence, cette structuration du plan d'action, c'est quoi qui, pour vous, a été vraiment le facteur clé de succès? Comment vous l'avez mis en œuvre? L'un des facteurs clés, alors je ne sais pas si c'est un succès, hein, ça faudra voir, c'est aussi d'avoir un conseil de développement suffisamment dynamique, pertinent, mobilisé. C'est ce qui est le plus difficile, hein. Ce sont tous des gens bénévoles qui veulent bien donner de leur temps. Mais le fait, on parlait tout à l'heure de responsabiliser un peu les élus qui sont là pour ça normalement. Le conseil de développement n'est pas forcément là pour avoir des responsabilités, mais on leur donne aussi une place suffisamment grande, suffisamment visible et de pouvoir permettre ce dialogue avec les élus qui permet aussi un peu pas cette compétition, mais en tout cas ce dialogue qui quelquefois est quelquefois pas toujours serein, hein. Il peut y avoir des frictions avec les élus et les responsables du conseil de développement, en tout cas ceux qui participent au conseil de développement, mais qui est assez, qui fait beaucoup d'émulation. Et qui permet aussi à des élus de dire voilà, moi je suis en prise directe avec les vrais gens, les vrais besoins, et donc je réponds directement aux problématiques que vous me posez. Et le conseil de développement de dire ben, moi je vous fais remonter ce que j'ai entendu du territoire, on a fait une réunion du conseil d'administration, j'ai eu telle personne qui a dit qu'à tel endroit il y avait cette problématique, qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Donc la réussite, c'est aussi dans le dialogue territorial qu'on arrive à mener sur ce territoire. Ce n'est pas qu'un problème d'élus et de techniciens, c'est aussi un problème qui est compliqué à mener, et surtout sur le long terme, de dialogue territorial avec, et notamment en s'appuyant sur un conseil de développement quand on a la chance d'en avoir un qui fonctionne, bien sûr. Mais enfin, il faut aussi se donner les moyens là-dessus. Est-ce que je peux... Pardon. Oui, Odile, je t'en prie. Je rajouterais aussi une chose. Ça, c'est en tant que technicien, on a de temps en temps, en fait, conscience peut-être un tout petit peu avant des outils qui sont possibles, en fait, pour notre territoire. Et il faut qu'on accepte, en fait, de laisser le temps d'appropriation par les élus ou le conseil de développement, d'ailleurs, dans la compréhension de ces outils-là. Justement qu'ils aient envie à un moment donné de se les approprier et de ne pas forcément les forcer coûte que coûte à aller tout de suite vers. Voilà. Ça aussi, pour moi, c'est une signe, on y arrive, quoi. Ce que je trouve très intéressant. Alors du coup, n'hésitez pas à poser des questions en fait dans l'espace conversé qui vous permet d'interagir. Ce que j'en retiens, c'est évidemment le socle. En fait, c'est le projet de territoire. On l'a dit en fait lors du premier webinaire. Hein, c'est bien le contrat qui s'y adosse et qu'en fait la référence c'est le projet de territoire. Que ça s'appelle Pays rêvé ou projet de territoire, peu importe en attendant. J'en profite juste pour faire un peu de teasing. D'ailleurs, lundi prochain, il y a le Vademecum sur la notion de projet de territoire qui sort, je dirais enfin.
demain, mais qui sort. Voilà. Donc, du coup, lundi, vous aurez ça, bien sûr. Ce qui est très important, c'est la question de l'ingénierie. On en a parlé déjà tout le premier webinaire, on en reparlera tout aujourd'hui également. En fait, c'est primordial. L'animation, la compréhension, la pédagogie. Moi, j'aurais une question à vous poser très pratico-pratique sur la manière dont la hiérarchisation des actions ont été, voilà, ont été engagées et enfin, voilà, quel travail ou sensibilisation vous avez fait vis-à-vis de vos élus pour en fait à se dire que en fait un contrat quel qu'il soit d'ailleurs en fait s'inscrit dans un pas de temps et qu'en fait dans ce pas de temps bah, tout ne peut pas être financé la première année. Donc comment voilà comment la hiérarchisation et la ventilation des actions sur le sur la durée de vie du contrat a pu être opérée par vos élus. Si je peux, bon, c'est pas le plus facile, effectivement, c'est surtout, ça peut être de l'opportunité aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut forcément dans chaque axe qu'on a défini, au moins une action concrète et qui puisse démarrer rapidement. C'est pas forcément celle qui aura le plus d'impact forcément, mais je pense qu'il faut donner du corps et de l'existence à un projet de territoire et pas qu'il soit rêvé, quoi. Il faut qu'à la fin on se réveille, qu'on rêve plus et qu'on passe au concret. Et donc la hiérarchisation, elle est en deux temps. Soit c'est d'une part d'avoir des choses assez concrètes, pas forcément les plus compliquées et donc les plus simples à mettre en place, pas les plus importantes peut-être, mais c'est aussi d'avoir un coup d'avance. C'est de savoir que dans 1 an ou 2 ans, effectivement, il faudra passer à des choses beaucoup plus lourdes peut-être, et donc de là d'où l'importance de l'ingénierie dont tu parles, Michael, c'est d'être un peu, effectivement, il y a les appels à projets, c'est pas marrant, mais il faut s'y coller. Il faut avoir un peu un œil sur ce qui va se passer, la discussion qu'on peut avoir avec les grands de ce monde, donc le département, la région et l'État aussi, mais de pouvoir anticiper ensuite derrière. Moi, je sais que les gros projets qui démarrent, par exemple, aujourd'hui, ça fait 3 ans ouais, 3 ou 4 ans pour certains que j'y travaille, quoi. On ne voyait rien venir jusqu'à maintenant, puis ça y est, ça passe vraiment au concret, mais ça a demandé beaucoup de travail. Et l'ingénierie, elle est primordiale du coup par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tu as toujours bien répondu, il n'y avait pas. Ça, ouais. Odile, si tu voulais répondre, et après Charles Benoît qui avait une réaction. Comment ce qui est important en fait, moi je laisse les élus veulent hiérarchiser, donc ils hiérarchisent. Et derrière l'opportunité dont tu parlais, Thierry, c'est ça, c'est-à-dire que on va se rendre compte que on va quand même essayer de les pousser à avoir dans la hiérarchisation des pas de temps différents. Il faut qu'on ait à la fois des opérations longue durée avec des investissements un peu lourds qui viennent se croiser avec des actions plus en termes de fonctionnement et de communication qui viennent en fait se coincer dans les temps pour ne pas avoir le sentiment à un moment donné qu'on ne fait rien, puisqu'il n'y a rien de pire en fait. On est toujours dans ce sentiment que si on ne sort pas un truc sonnant et trébuchant, en fait, on ne fait pas grand-chose de nos journées. Hein, donc, on se tourne les pouces, tout ça, on ne sait pas bien à quoi on sert les uns et les autres. Donc, arriver à faire des pas de temps un petit peu différents. On sait que, je prends le cas, moi, concrètement sur la mobilité, sortir une campagne de communication sur tous les services de mobilité qu'on peut faire, parce que pendant ce temps-là, il y a toutes les réunions avec la SNCF pour faire un espace multimodal autour d'une des gares ou travailler au quotidien sur un nouveau service. Ça permet en fait d'avoir des pas de temps différents et de démontrer en fait qu'on travaille toujours au quotidien en fait sur des actions concrètes. Donc j'allais dire impérativement que si on donne le sentiment en fait que c'est à notre niveau qu'on hiérarchise ou qu'on priorise, on donnera le sentiment en fait une fois de plus que c'est pas les élus qui ont la main dessus et il faut leur laisser la main.
Mais par contre, c'est à nous d'être suffisamment attentifs pour dire, mais là, peut-être que au départ, vous ne pensiez pas, mais là, il y a une opportunité qui fait qu'on va pouvoir y aller. Donc, ça va devenir en fait ce prioritaire. Et puis, on a moins d'opportunités, bah, d'avoir quand même un certain nombre d'actions un peu concrètes que l'on peut sortir tout au long du temps. Oui, donc en fait, il y a vraiment une hiérarchie à mettre en place qui est liée à la fois à la mise en cohérence des enjeux du projet de territoire tel qu'il a été construit. Il y a ce premier niveau-là. Il y a ensuite la manière dont ça peut se décliner sur vos territoires avec la contribution des différentes parties prenantes, que ce soit les élus ou les différents acteurs privés. Je vois dans les messages effectivement qu'il y a ce point de vigilance, ce point d'attention sur les acteurs privés. Et puis après, il y a ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise un peu les quick wins, c'est-à-dire ce qui va se voir tout de suite aussi, qui est à prendre en compte dans le succès de ce plan d'action à venir. C'est qu'on sait qu'il y a des choses qui vont mettre du temps à se structurer et on a l'impression que pendant ce temps où ça se structure, il ne se passe rien parce que ça ne se voit pas. Et il va falloir montrer qu'il y a quand même des choses qui se passent. Donc, il faut faire attention dans le plan d'action aussi d'implémenter des actions peut-être plus petites, plus modestes, mais qui montrent qu'il y a du mouvement. Et je pense que ça, c'est très important dans ce que vous nous dites. Je passe la parole à Charles Benoît, effectivement, qui voulait faire une remarque. Oui, en fait, j'avais une question qui allait tout à fait dans le prolongement de celle de Michael. Est-ce que la synthèse que tu viens de faire est très intéressante parce qu'elle s'y inscrit aussi. En fait, on voit bien, pour que la contractualisation finalement soit en cohérence et au service du projet de territoire, il faut finalement que ce contrat il soit encadré entre le projet de territoire d'une part et puis finalement un plan d'action très concret qui permette finalement de le traduire, de le contractuer, de le mettre en œuvre. Et c'est là où le contrat entre les deux se trouve bien situé. Et sur ce plan d'action, finalement, ma question, elle est comment vous vous appuyez sur les organisations de vos territoires? On a évoqué très brièvement la question des associations. J'aimerais aussi poser la question des entreprises. Et quand je parle des entreprises, je ne parle pas que des grandes entreprises, mais aussi les TPE, PME, les commerces de vos territoires, puisque finalement, quand on passe dans l'action, bah, finalement, ce sont aussi les acteurs, les alliés finalement des collectivités pour mettre en œuvre ce projet de territoire. Et finalement, comment ça se passe concrètement, puisque finalement, après, dans la vraie vie, voilà, c'est chacun à sa juste place, les élus, les agents, les associations, les entreprises, voire les acteurs académiques quand les territoires ont la chance d'avoir un acteur économique local. Finalement, comment vous intégrez cette variété des organisations de vos territoires dans vos plans d'action? Je peux essayer de répondre. En fait, c'est peut-être pas le cas pour tous les PETR ou les pays en France, mais nous, on a la chance de porter une pépinière d'entreprise donc voilà, qui accompagne les entreprises et d'animer aussi des clubs d'entreprises du territoire qui sont essentiellement à 95% des TPE, hein, c'est-à-dire des entreprises où il y a moins de 10 salariés, voire pas de salariés. Et la plupart, alors les entreprises qu'on accompagne en pépinière en général décollent assez bien ensuite, mais voilà, on n'en accompagne que 30 par an, hein, c'est pas non plus voilà. Par contre, on capitalise, c'est-à-dire celles qui étaient en pépinière il y a 2, 3, 4, 10 ans, rentrent dans un club d'entreprise et du coup maintenant on a 150 entreprises qu'on suit régulièrement, qui se réunissent. Et ça, c'est le lien qu'on peut avoir avec le monde économique, pas que avec les chambres consulaires qui sont aussi autour de la table, hein, mais qui permet pour nous d'avoir des projets privés intéressants, importants. Le programme Leader que nous menons, 50% des projets sont des projets privés portés par des entreprises. Et même si effectivement, c'est peut-être pas les plus gros dossiers qu'on a, mais c'est des projets portés par des entreprises. Ça nous a permis aussi de financer avec des financements européens FEDER des entreprises qui sont pépinières sur de l'innovation. Donc c'est là qu'on prend son sens aussi par rapport à des services d'État ou à une sous-préfecture qui a très peu de liens avec le monde économique ou assez peu. Et donc, ils sont très preneurs du fait qu'on fasse de l'interface avec des chefs d'entreprise.
ils sont toujours très friands quand il y a un préfet qui se déplace, d'aller voir des entreprises, de se déplacer d'une commune à l'autre. Souvent, ils nous demandent, ben voilà, on pourrait aller voir qui, parce qu'on voudrait voir ceci, etc. Donc, on leur concocte à chaque fois voilà, un petit trajet sur le territoire. Et donc, le lien avec les entreprises est important. Donc, même si on n'a pas de pépinière d'entreprise, comme peut-être d'autres n'ont pas, on peut au moins créer du lien en animant un club d'entreprise s'il n'existe pas. Mmh. Une question par rapport Karine, oui, Bernard, pour commun, est-ce que ce serait possible de prendre la parole par rapport aux 2 questions qui étaient sur l'animation du tissu associatif, plus précisément? Est-ce que tu peux préciser ta question? Je précise ma question? Oui. Oui, bah en fait, effectivement, parmi les acteurs privés, on n'a pas seulement les entreprises, mais potentiellement aussi des associations de droit privé. Et je m'interroge un peu sur la façon dont on peut les toucher plus largement. Alors, je sais qu'il y a des associations qui sont de fait peut-être trop petites ou pas suffisamment armées pour faire face à certains financements, mais certaines peuvent le faire. Et moi, je trouve qu'on a un peu du mal justement à les toucher, alors qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par des associations. Et autant c'est assez facile de communiquer envers les collectivités, les entreprises aussi, effectivement, quand elles sont regroupées dans le cadre de clubs, de pépinières, etc., mais on n'a pas des collectifs associatifs partout. Alors, est-ce que quelqu'un a, pas la solution, mais en tout cas des bonnes pratiques à partager dans le domaine? Merci. Sans avoir de, pardon, sans avoir de solution, on parlait tout à l'heure comment l'entonnoir, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on communique très largement, que ce soit au niveau associatif, au niveau entreprise, au niveau collectivité. On parlait, nous aussi, on est porteur d'un groupement d'action locale donc pour des fonds européens, donc ça facilite un petit peu. Quand je parle d'entonnoir, c'est on positionne en fait le pays comme étant l'accompagnateur naturel en fait des projets, qu'ils soient privés ou publics. Ce qui fait qu'il y a à tous les niveaux, on ne fait pas à la place, on est bien facilitateur, on accompagne bien en expliquant que comment un projet, quel qu'il soit, on peut aider à ne pas passer à côté d'un partenaire ou d'un financeur potentiel. Et donc, il ne faut pas hésiter en fait à venir nous voir pour pour avoir la connaissance. De la même façon, certains outils contractuels, je prends le cas du contrat local de santé. Ça nous a permis en fait à travers ce contrat local de mobiliser énormément en fait d'acteurs associatifs et qui ont pu démontrer en fait comment leurs actions parfois depuis de nombreuses années qui étaient pratiquement méconnues en fait du monde public. Donc trouver aussi des astuces dans les outils qui nous sont proposés. On parlait de schéma directeur, enfin Thierry parlait de schéma directeur, de contrat, de plans, on les appelle un petit peu comme on veut, mais de toujours se dire on va ouvrir, puisque naturellement, en fait, il y a d'autres acteurs qui ont naturellement leur place aux côtés des collectivités et donc des élus, y compris avec les associations de chefs d'entreprise ou avec une pépinière ou une association ou ne serait-ce qu'un chef d'entreprise qu'on a croisé puisqu'on l'a intégré dans le groupe d'action locale et qui va comprendre en fait qu'il a tout intérêt aussi à parler autour de lui sur le rôle qu'on peut avoir. Donc en fait, notre vrai rôle, il est vraiment d'être à l'affût tout le temps en fait de toutes les initiatives. Mais c'est pas vraiment une méthode, mais en tout cas, nous aujourd'hui, on est réellement installés comme étant le lieu où j'ai un projet. Je vais venir voir parce qu'ils vont me mettre au moins les bonnes personnes autour de la table pour m'aider à monter le dossier. Merci. Merci. Attends, juste avant, Isabelle, est-ce que tu pourrais nous faire part de la manière dont toi tu as pensé t'adresser justement à la sphère privée, alors associative notamment?
Oui, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que nous aussi, on porte un projet leader. Donc, on a tout un réseau d'associations et d'entreprises. Sur les entreprises, on a aussi, on avait porté une opération collective de modernisation de l'artisanat et du commerce. Donc, même s'ils ne sont pas dans les clubs d'entreprise, on a aussi un réseau d'entreprises dont on a, enfin, l'agent qui s'occupe de l'animation a cette connaissance. Je réfléchis en même temps que je pense, on porte un contrat local de santé, donc effectivement, voilà, on a aussi un réseau d'acteurs qui ne sont pas que les médecins ou les professionnels de santé qui sont réunis dans les unions régionales. Donc, on a aussi des associations. On s'appuie aussi sur les missions locales. Parce que, enfin, voilà, on a tout un volet emploi-formation. Donc, c'est vrai que comme au fur et à mesure qu'on avance, on élargit le champ des missions, c'est vrai qu'on élargit aussi le champ des acteurs et des partenaires avec qui on travaille. Mais c'est vrai que les associations, à part, comme je ne sais plus qui le disait, à part certaines qui sont vraiment connues parce qu'elles sont déjà habituées à répondre à des appels à projets, même parfois d'ailleurs mieux que nous et plus vite que nous parce qu'elles ont la souplesse aussi de l'association. C'est vrai qu'on ne touche pas toutes les associations, mais enfin, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de pertes en ligne non plus, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors nous, on a plus de conseils de développement, et là, c'est vrai que c'est un petit peu on a réuni un conseil de citoyens pour le plan climat et énergie territoriale. On a fait participer. Donc là, c'est vrai qu'aussi, ça nous permet d'étendre encore le champ, de rencontrer d'autres des élus, mais qui sont aussi parfois chefs d'entreprise ou qui sont porteurs de projets par des associations. Enfin, voilà. Voilà, globalement, c'est un peu bruyant ce que je dis, mais voilà. On n'a pas plus de méthodes. C'est au fur et à mesure qu'on développe des missions, on développe un partenariat, un réseau d'acteurs, en fait. Voilà. Les bonnes idées sont pas toujours non plus dans des grands plans d'action. Hein. C'est pas parce que il y a différents exemples que c'est pas structuré pour vous sur votre territoire. C'est important aussi de pouvoir bénéficier de ces exemples-là qui sont plus ou moins durables ou ponctuels. Je vois qu'il y a des contributions de réponse aussi dans le chat, avec effectivement passer par le relais des maisons des associations lorsqu'il y en a. Les DLA, on ne pense pas toujours à eux, mais c'est vrai que c'est vraiment un réseau par lequel on peut passer parce que eux, comme ils offrent des prestations d'accompagnement, des réseaux d'échange, etc., c'est vraiment des relais de qualité qu'on ne pense pas toujours à solliciter. On a aussi les maisons de services qui sont là. Et puis, je vois voilà, des compléments de réponses qui sont apportés. Et je crois également, vous faisiez référence, Isabelle, à des appels à projets qui peuvent être faits. Mais également, ce que j'ai vu à certains endroits, c'est des appels à projets où il n'y a pas forcément des financements derrière. Parce que souvent, quand on pense appel à projet, c'est on va offrir un financement et vous n'avez pas toujours cette ressource financière derrière. Ça peut être aussi des appels à projet pour de la valorisation. En disant, ben voilà, nous, on fait un appel à projet parce qu'on est en train de vouloir construire notre projet de territoire. Alors là, on va sur les étapes 1 à 3 du premier webinaire, donc je ne vais pas trop longtemps dessus, mais aussi dans la construction du plan d'action en disant, voilà, on a déjà construit notre projet de territoire et là, on veut passer à l'action sur des choses concrètes et faire un appel à projet sur les différents thèmes que vous avez identifiés comme stratégiques dans le cadre de votre projet de territoire. Ça peut être aussi une manière assez, en tout cas, je ne sais pas si on peut employer le mot léger, mais en tout cas qui ne va pas forcément coûter beaucoup d'argent et qui va vous permettre de passer du temps plus sur la lecture des contributions si vous fournissez un cadre à remplir de manière stricte, plutôt que d'aller faire du porte-à-porte auprès de toutes les structures associatives où on se rend compte qu'elles n'ont pas toutes le même niveau d'implication sur le territoire. Donc, cet appel à projet pour valorisation, pour contribution, ça peut aussi aider sur la partie associative. Je vois qu'il y a aussi, oui, le réseau BGE ou France Active, effectivement, côté création d'entreprises ou côté soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire qui sont parfois sur des modèles économiques intermédiaires entre la partie intérêt général et développement économique qui peuvent vous aider à identifier ces différentes parties prenantes.
Étape qui nous a beaucoup voilà, inspiré grâce aux deux intervenants notamment. Merci encore Odile et à Thierry pour le partage d'expérience.